à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Rivers. On va ouvrir par les finales WNBA. Le premier match s'est disputé la nuit dernière, Shai. Gros match entre Minnesota et New York avec une surprise, une victoire du Lynx à New York, 95-93 après prolongation. Un match exceptionnel, Shai. Ouais, je peine à m'en remettre pour tout te dire. Je m'étais même dit au début, je vais peut-être rater un peu le début, je suis un peu malade, je vais dormir un peu, je vais venir à la mi-temps et tout. Et en fait, franchement, c'est un match de légende. Je sais que parfois on peut penser que je survends le produit WNBA puisque j'en suis fan. Mais alors l'histoire de la WNBA est plus récente forcément que celle de la NBA, donc il y a peut-être moins de matchs à comparer, mais c'est un des plus beaux matchs de playoff et des finales que j'ai pu voir, surtout au niveau du scénario et du dénouement. Parce que, évidemment, si t'es fan de New York, t'as clairement la rage de ce qui s'est passé et t'es dépité d'avoir vu l'équipe se craquer mentalement. Mais en gros, pour faire simple, c'est le plus gros comeback de l'histoire des finales. Minnesota était mené de 18 points. New York menait sa barque tranquillement en insistant sur la domination intérieure de Jonquel Jones, comme on avait un peu dit dans la preview que vous avez peut-être vu. Jonquel Jones à l'intérieur, 24 points, 10 rebonds, c'était parfait. Et petit à petit, les Lynx ont réussi à revenir dans le match, se sont accrochés. Elles avaient encore du retard à l'entrée du Money Time, et puis là, là c'est devenu irréel. New York n'arrivait plus à mettre un panier. Minnesota, à contrario, donc défendait super bien et s'est mis à rentrer tout ce qu'il pouvait, notamment Courtney Williams, qui est une joueuse. Je l'ai déjà dit plein de fois que j'ai eu beaucoup de mal avec Courtney Williams par le passé parce qu'elle est imprévisible et puis elle fait des trucs aussi. Des erreurs parfois aussi bêtes qu'elle ne fait de trucs géniaux en attaque. Là, elle a pris totalement feu à la fin et elle arrive à 23 points et elle arrive à égaliser, à faire passer Minnesota devant à 5 secondes de la fin sur une action à 4 points. Donc elle met son tir à 3 points en tombant, il y a faute sur elle et derrière elle les fait passer en tête à 1 seconde de la fin. Derrière des situations un peu confuses, un entre-deux à la base favorable pour New York qui se transforme en remise en jeu. Faute sur Brianna Stewart à 0 points, je sais même plus combien, mais c'était vraiment la toute fin. Elle en met qu'un seul des deux, prolongation. Donc déjà là c'était assez fou. Et derrière la prolongation, les Lynx avec Nafisa Collier qui faisait déjà un super match, un peu moins en vue peut-être que d'autres fois. C'était plus Kayla McBride et Courtney Williams qui marquaient les points ce soir-là. Mais magnifique en défense, parce qu'il faut quand même se coltiner Brianna Stewart et compagnie. Et là, en prolongation, elle a pris les choses en main, je trouve. Défensivement, elle a fait des stops. Elle met un turnaround, un moment splendide. Je pense que ça a tué le match. Techniquement parfait. J'essaierai de le mettre dans la vidéo. Si YouTube ne menace pas de nous démonétiser pour ça. Et derrière, elles ont dominé la prolongation et ça a été magnifique. Et New York a craqué mentalement et physiquement parce qu'au niveau de la fatigue, ça partait dans tous les sens. Le rythme était hyper intense. Et j'espère que les gens qui regardent que depuis peu considéreront comme moi que c'est vraiment une très 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 bonne pub pour la WNBA et c'est un des plus beaux matchs, en tout cas un des scénarios les plus fous de l'histoire récente des playoffs en WNBA. Et une surprise comme tu l'as dit en entrée parce que New York grandissime favori, j'ai pas les codes chez les bookmakers mais grandissime favori qui perd déjà le premier match à domicile. Je vais juste donner la ligne de stats de Nafisa Collier parce que 21 points à 10 sur 16, 8 rebonds et attention 6 contre, sachant qu'il y a aussi 3 interceptions. Elle n'a pas été élue meilleur défenseur de l'année, meilleur défenseur de l'année pour rien. Exactement, et elle en fait dans le Money Time, elle fait des contre, elle contre Jonquel Jones quand même, qui est un peu plus grande qu'elle et qui est quand même difficile à stopper. Et même juste la défense collective des Lynx, l'expérience de Cheryl Reeve, la coach, dans les choix, c'était parfait. Donc match incroyable, si vous avez l'occasion de le regarder, même en accéléré, n'hésitez pas parce que c'était du très 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 haut niveau. Et ça illustre bien, je trouve, ce que j'essaie de défendre en parlant de la qualité de cette ligue et alors ce qui est drôle c'est que en marge de ce match parce qu'à chaque fois je dis les saisons sont un peu trop courtes, c'est frustrant, les séries de playoffs sont plus courtes qu'en NBA mais la commissionneur Katia Engelbert a annoncé que à partir de la saison suivante les finales se joueraient au meilleur des 7, donc c'est une très bonne nouvelle, on aura encore plus de matchs et je crois qu'il y aura 44 matchs aussi de saison régulière avec l'arrivée des Valkyries de Golden State qui ont nommé leur coach hier d'ailleurs, ce sera Nathalie Nakase qui était assistante chez les Clippers il y a quelques années et qui est assistante de Becky Hammon au Las Vegas Aces depuis. Voilà. Allez, on peut enchaîner avec la NBA, avec la pré-saison. On va peut-être commencer par la perf d'Ousmane Dieng, même si c'était sans doute pas le match le plus marquant. Ouais. Celui entre le Thunder et le Breakers, je me demande si c'était pas d'ailleurs son équipe en Nouvelle-Zélande. Absolument, c'est son ancienne équipe entre 2021 et 2022, il a joué là-bas. Donc bon, sur le terrain, clairement, à part Ousmane Dieng, il y avait
Aucun joueur NBA, même du côté du Thunder. Si je dis pas de bêtises, la plupart c'est que des joueurs qui sont pas dans la rotation série. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, il y avait Dylan Jones, si je dis pas de bêtises, il a dû jouer un peu. Et c'était quoi? Dans tous les cas, c'est un rookie, oui, c'est un rookie, Dylan Jones, qui peut-être jouera aussi cette saison. Mais bon, bref, tout ça pour dire que Ousmane Dieng, 20 points, 10 rebonds, 8 passes. Voilà, il a été parmi les meilleurs joueurs de ce match avec une large victoire du Thunder. c'est ça, mais ça va totalement avec ce qu'on a dit de lui quand on a fait notre podcast sur les Français. Pour moi, il est nettement au-dessus du niveau de la G-League. Aux yeux de Marc Daigneault, peut-être pour l'instant, il est peut-être pas encore assez fort pour être dans la rotation très serrée du Thunder. Mais il est dans un entre-deux qui, tu vois, ces matchs-là au milieu de mecs qui sont des joueurs de G-League pour la plupart, et il est à 20, tu l'as dit, 20 points de rebond, 8 passes et 2 contre aussi. Enfin, il est largement au-dessus du niveau. Donc, j'espère que ça préfigure pas d'une saison pareille à mi-chemin entre la G-League et un temps de jeu un peu famélique pour une équipe qui va jouer le titre. Dans tous les cas, il est irréprochable. Je veux dire, quand il joue et qu'il a des opportunités, il est bon et il fait ce qu'il faut. Est-ce que malheureusement, j'ai un peu peur que là, sa présence veuille aussi dire que il fait pas partie du noyau vraiment très très dur de l'équipe et que peut-être qu'on le verra pas tant que ça. Je suis peut-être un peu pessimiste pour rien, hein, mais bon, en tout cas, on peut déjà dire qu'il a fait un super match contre son ancienne équipe, effectivement, et que on espère que sur les derniers matchs de pré-saison et sur le début de saison, on le verra peut-être un peu. Espérons pour lui quand même. Ouais, j'ai regardé que les highlights, mais j'ai vu ces highlights. Et c'est vrai que c'est intéressant, même dans l'organisation, il y a vraiment un peu de tout. Alors, il rate des shoots, mais j'ai regardé les highlights élargis avec les ratés aussi. Il a parfois de la maladresse, mais il met quand même 3 ou 4 paniers à 3 points. Il est long, il est athlétique. Il y a une confiance balle en main. Comme j'ai dit, il y a une forme de création. Il y a eu de la passe. Il y a 8 passes décisives. Tu as raison, il est au-dessus du niveau. En fait, là, ça servira à rien pour lui de jouer en J-League cette saison. Non, vraiment, je, aussi, ouais. je pense qu'il peut vraiment plus rien il a plus rien à tirer de la J-League. Donc, mais au Thunder, il y a du monde. Il y a du monde et c'est vrai que c'est délicat de se faire une place dans la rotation. Devant lui, il y a des mecs qui sont pas forcément beaucoup plus forts, mais qui ont déjà montré des choses en NBA, qui ont déjà joué des matchs de playoff. Je pense à Aaron Wiggins, tu vois, Kenrich Williams. C'est pas simple. Lou Dort, évidemment. Là, Lou Dort, on est sur bien autre. On est sur un mec qui est confirmé en NBA, tu vois, qui sera un joueur de rotation partout. Donc, Ousmane Dieng, ouais, c'est compliqué de se faire sa place. J'espère. En tout cas, ça montre, comme tu as dit, qu'il a le talent et ça serait cool qu'il ait une opportunité, que ce soit au OKC ou ailleurs. Ouais. Allez, on peut enchaîner avec la victoire des Lakers contre les Bucks, 107-102, 11 points pour LeBron James, 14 pour Hachimura, 11 points, 8 rebonds, 3 contre pour Anthony Davis. En face, il y a eu 20 points de Giannis Antetokounmpo. Petite blessure pour Damian Lillard, qui est sorti vite et qui est pas rentré. Là, pareil, ça continue. Middleton, Lillard, les Bucks, ça commence pas fort niveau état de santé. Mais voilà, du coup, les victoires des Lakers. Bronny a joué 6 minutes. Dalton Connect, l'autre rookie, en a joué 34. Il a mis 13 points, mais en manquant d'adresse. Et petit big up à Armel Traoré, qui a toujours très apprécié par le staff des Lakers. Il joue que 9 minutes, mais par contre, sur son temps de jeu, ça coïncide avec un plus 20 pour les Lakers, quand même. Ouais. Donc c'est bon. J'imagine que c'était pendant. J'ai pas vu le match, mais j'imagine que c'était pendant face à un des Bucks qui était un peu moins fourni. Il n'y avait peut-être pas Giannis, Lillard à ce moment-là. Les remplaçants des Bucks se sont fait ouvrir, si je peux me permettre. Voilà. Milwaukee qui a toujours pas gagné un match de pré-saison, 2 matchs de défaite. Charlotte, voilà une équipe qui fonctionne plutôt bien sur cette pré-saison. En tout cas, 2 victoires en 3 matchs pour les Hornets. Les Hornets qui ont battu les Grizzlies 119-94. Tidjane Salin, 13 points. Alors, il a été moins adroit que dans les autres matchs. 5 sur 12 et 3 sur 10 à 3 points, mais il met quand même 3 paniers à 3 points. Il a encore pris ses tirs en 24 minutes, 13 points, 5 rebonds, 1 interception. Et un plus 23 de différentiel là pour le coup. Et Moussa Diabaté, 10 points et 3 rebonds. Je lisais le box score là pour Moussa Diabaté. Tidjane Salin continue de transpirer la confiance en lui. Alors même s'il y a moins de réussite, tu l'as dit, les shoots il les prend et il n'hésite pas une seconde. Et ouais, 13 points, je sais pas ce que ça. J'espère que c'est la configuration dans laquelle seront les Hornets cette année, où il aura ce temps de jeu là. Parce que si à chaque fois qu'il entre il fait ça, je veux dire, il va vite être dans les All Rookie Team et compagnie, parce qu'il a vraiment aucun
comment dire, j'allais dire aucun scrupule, mais il aurait raison de pas avoir de scrupule, mais oui, il a du culot, de la Elle confiance a en pas lui. peur. C'est extrêmement important pour des rookies parce que ça peut être impressionnant. Il n'est pas impressionné, voilà. Je trouve que c'est ça le maître mot, à voir maintenant dans des matchs officiels, mais il n'est pas impressionné. Et les Hornets, t'as raison, sont plutôt intéressants. Là, c'était un match où la Melo Ball n'a pas joué, mais Brandon Miller a bien tenu la baraque, il met 22 points, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, bon petit match aussi de Brandon Miller. Et les Hornets, de plus en plus, avec la présence de Salin et ce qu'ils montrent pour l'instant, donne envie de les suivre un peu cette année. Il y a eu les débuts compliqués de Klay Thompson avec Dallas, défaite des Mavericks contre le Jazz 107-102. Klay Thompson, il a joué 18 minutes, il a pris 9 tirs, il en a mis 3 paniers à 3 points, il termine avec 10 points, 3 passes, moins 19 de différentiel sur ces minutes-là. Bon voilà, c'est de la pré-saison, mais les débuts de Klay Thompson avec Dallas ne resteront pas forcément dans les annales. Bah, il y avait une nervosité évidente, il l'a dit, c'était la fois où il était le plus nerveux depuis une série de playoffs avec les Warriors. Donc c'est logique, ça fait bizarre visuellement de le voir avec le maillot des Mavs. Il est un petit peu rouillé comme tous les joueurs qui n'avaient pas encore foulé le terrain. C'est un match où il n'y avait pas Luka. Bon, rien de très inquiétant pour Klay. Il fallait bien démarrer à un moment. Il met 10 points, je crois, c'est ça, hein. Ouais, 10 points. 10 points, voilà. Petite mise en route, c'est pas forcément très significatif par rapport à ce qu'on verra après, mais il fallait bien une première pour Klay Thompson. Le Jazz fait déjà jouer, donc on sait que voilà, plus la pré-saison avance, plus on commence à mettre justement les minutes. Alors soit on laisse complètement les titulaires, on arrête de les faire jouer parce qu'on a déjà beaucoup fait jouer, soit on commence à monter en pression et à se tourner vers la rotation qui sera celle de la saison régulière. Je pense que c'est le cas pour Utah, où par exemple les deux rookies, Philippe Popski n'a pas joué, Isaac Collier a été moins en vue. Par contre, du coup, on voit déjà un Markkanen qui joue 29 minutes, qui met 26 points, 7 rebonds. On a 14 points de Keyonte George. Enfin voilà, on commence déjà presque à passer en mode saison régulière du côté du Jazz, quoi. Absolument. Markkanen est déjà bien concentré sur sa saison aussi. Bon, il sait qu'il va rester au Jazz, donc c'est normal qu'il soit concentré et qu'il essaye d'être le meilleur possible. Parce avec la signature de son contrat, il n'est pas échangeable avant la saison prochaine. Voilà, moi pareil, le Jazz, une équipe qui va être intéressante à suivre parce qu'il y a des jeunes qui étaient déjà pas mal la saison dernière et qui seront peut-être amenés à progresser encore plus cette année et à faire de cette équipe une équipe intéressante à suivre pour la suite. Le dernier match, c'était Indiana qui a battu Cleveland 129-117. 25 points, Bénédicte Mathurin, qu'on a un peu oublié, il n'était pas là pendant le run. Je me suis fait la réflexion quand j'ai regardé. C'est quand même un joueur qui a du talent. Ah bah, puis là, il marque beaucoup et très vite. Ça va être. Il a typiquement le profil d'un sixième homme intéressant en NBA. Il avait pas mal joué, il était très bon avant sa blessure d'ailleurs l'année dernière. Et ouais, mais c'est pareil, j'avais un peu oublié le fait qu'il était là et qu'il allait apporter sans doute aussi beaucoup à une équipe qui était déjà très forte l'année dernière. Faut pas l'oublier, en tout cas qui était allé loin. Yes, allez, puis un dernier petit mot pour la fin, c'est la retraite de Danny Green, triple champion NBA avec 3 équipes différentes, les Spurs, les Lakers et les Raptors, si je dis pas de bêtises. C'est exactement 2014, ça. 2019 et 2020. Danny Green, voilà, qui arrête. Honnêtement, est-ce qu'il n'avait pas déjà arrêté d'une certaine manière? On le voyait surtout dans les podcasts, mais jusqu'à l'année dernière, il avait encore des contrats, hein. Il avait fait des piges à Philadelphie et Cleveland juste avant, je crois. Mais bon, je pense que physiquement, c'était dur. L'an dernier, il jouait. Je m'en souvenais pas, honnêtement. Il était sous contrat à un moment. Voilà. Je sais plus s'il a joué, il faudrait regarder, mais il a joué 2 matchs, il a joué 9 minutes en tout. Bon, voilà. Voilà. Il a dû se blesser, j'imagine. Il aurait pu être là pour l'expérience, hein. Il y a des gars qui traînent un peu pour l'expérience, mais bon, non, en tout cas, carrière un peu atypique, début de carrière très très discret, beaucoup de J-League, et à partir du moment où il arrive à San Antonio, c'est devenu un joueur important dans les vestiaires, et puis beaucoup de réussite. C'est un des rares à avoir eu, tu l'as dit, 3 titres avec 3 franchises différentes. Il y a LeBron, Robert Horry et John Sally, je crois. Voilà. C'est un accomplissement qui m'apprend la liste, je l'avais pas. C'est un accomplissement qui est quand même pas banal, mine de rien. Quand tu es avec LeBron, c'est ça. Je l'avais noté quelque part, mais il me semble que c'est ça. Si vous avez l'info dans les commentaires, n'hésitez pas, mais je crois que c'était ça. LeBron, John Sally et Robert Horry. Il avait fait une super finale
C'est quoi, c'est en 2013, voilà, où il est très bon sur les premiers matchs de la Super finale. fort, Bon, ouais, les ouais. Spurs finissent par perdre, mais sur les premiers matchs, il y a déjà des gens qui se demandaient est-ce qu'il sera élu MVP des finales. Bon, il y a quand même pas eu ce pédigré, Je me rappelle mais de ce buzz, ouais. Enfin, la discussion était là en tout cas. sur les premiers matchs, quoi. Parce Mm. qu'après, il finit un peu moins bien la série, puis de toute façon, les Spurs perdent. Mais Danny Green, oui, qui a été un joueur important à San Antonio, et qui, voilà, 3 titres, c'est pas anodin, effectivement. Absolument, 3 titres avec 3 franchises, si tu gagnes partout où t'es passé, c'est pas pour rien. c'est clair. On va s'arrêter là-dessus. On se retrouve de toute façon demain pour le 6e CQFR de la semaine, celui où on répond à toutes vos questions. Donc d'ici là, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.